Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire un spotlight série sur la première trilogie Millennium. Donc la voilà. On a les hommes qui n'aimaient pas les femmes, la fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette et la reine dans le palais des courants d'air. Vous constaterez que mes éditions ne sont pas du tout coordonnées. Mais c'est pas grave. Alors j'ai lu le premier tome il y a très longtemps, je me souviens que j'étais en vacances et une femme était en train de le lire justement et ça m'avait intriguée. Parce qu'elle était, elle avait l'air à fond dedans et la couverture aussi m'intriguait donc. Et je vous parle de première trilogie ici parce que David Lagercrantz a rallongé la série, donc il a publié un 4e et un 5e tome. Le 4e s'appelle Ce qui ne nous tue pas et le 5e... je ne sais plus. Et j'ai fini la première trilogie l'année dernière quand j'ai vu que le 5e tome sortait bientôt je crois, et j'avais acheté le 4e justement. Et je me suis dit que j'allais d'abord vous parler de la première trilogie puisque pour moi c'est quand même une série à part, vu que l'extension n'est pas écrite en plus par le même auteur, du coup pour moi c'est quand même à part. J'ai fini par lire le premier tome quand j'avais 16 ans, je crois. Le déclencheur ça a été le film suédois, pas le film américain. Le film était excellent, très violent mais excellent. Et j'ai pas voulu regarder la fin exprès pour pouvoir être surprise par la fin du livre. Voilà. Et comme je venais juste de voir le film, j'avais vraiment très envie de lire le livre tout de suite. Donc, je vais d'abord vous parler du tome 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Je vais vous résumer l'intrigue. Alors, on suit Michael Blomkvist qui a perdu un procès en diffamation et qui va se voir appelé par, je ne sais plus comment il s'appelle, Wenger, c'est son nom de famille, je sais. Je ne sais plus son nom, qui va lui demander de retrouver Harriet Wenger, disparue depuis 40 ans. C'est le synopsis quoi. Et Michael va être aidé par Elizabeth Salander, qui est une génie de l'informatique. Cette lecture a été un choc, parce que j'avais jamais lu un truc aussi violent et pourtant aussi bon. C'est un des premiers romans noirs que j'ai lu. Quand je vous dis que c'est violent, il y a des viols, des meurtres, il y a un serial killer, tout ça. Il y a du niveau dans la violence, hein. J'ai adoré l'enquête, j'ai adoré le mystère, j'ai adoré le suspense, la tension, mais surtout, j'ai adoré le personnage de Lisbeth. J'avais jamais rencontré une héroïne comme elle. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a gagné l'Oscar du meilleur personnage féminin en 2017 avec les 2 tomes suivants. Pour moi, elle a complètement éclipsé les autres personnages et surtout Michael. Comme ça fait très longtemps que j'ai lu ce tome, je m'en souviens plus parfaitement, mais je sais que j'ai été très surprise par la fin et par l'explication en fait de l'enquête. Comment c'est arrivé. Parce que tout le monde, je me disais, mais est-ce qu'ils vont vraiment retrouver Harriet? Puisqu'elle est quand même disparue depuis 40 ans, c'est un peu impossible, non? Et donc j'ai été vraiment surprise par la fin, je m'y attendais pas du tout. Pas du tout. Et après ce premier tome, j'ai quand même laissé la série en repos pendant 5 ans. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, j'ai adoré ce premier tome, mais j'ai quand même attendu 5 ans pour lire la suite. Voilà. Et sur la couverture, c'est Lisbeth. Histoire que vous sachiez, c'est Lisbeth enfant. On passe au 2e tome, la fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. Encore une fois, c'est Lisbeth. Et encore une fois, même les couvertures ne matchent pas. Mais je préfère la couverture toute noire du premier tome par rapport à celle du 2e. Alors en fait, ce livre, j'ai tiré au sort l'année dernière, puisque j'ai énormément de livres à lire, et que souvent les derniers arrivages poussent les précédents loin dans mon esprit, et du coup, soit je me souviens plus que je lis, ça c'est assez rare, soit j'ai juste, je pense tout simplement pas à le lire. Et en fait, j'avais tiré au sort pour ma prochaine lecture, et j'étais tombée sur le 2e tome de Millennium. Alors sur le coup, je me suis dit, wow, quand même, il est un peu énorme, j'ai pas très envie de lire un gros livre maintenant. Et puis après je me suis dit, non mais si jamais je retire au sort, je lirai jamais ce 2e tome. Parce que je vais encore me laisser intimider par la longueur. Donc non, il faut que je le lise. Donc j'étais quand même contente, parce que j'y aurais pas pensé autrement. Alors ce livre est pour moi très différent du premier tome. Parce que dans le premier tome, on a vraiment une enquête, et donc je m'attendais presque, dans le 2e tome, à avoir une nouvelle enquête en fait. Encore une enquête avec Michael et Lisbeth, mais sur un sujet complètement différent de la première. Et en fait pas du tout. Dans le 2e tome, on se concentre vraiment sur Lisbeth, qui devient vraiment l'héroïne principale de la série. Puisque dans le premier, c'était quand même Michael qui était... Michael ou Michael d'ailleurs, peu importe, qui était quand même le personnage principal. Là non, c'est vraiment elle l'héroïne, puisque on se concentre vraiment sur elle, sur son passé, sur son histoire, puisqu'elle est quand même un personnage très mystérieux dans le premier tome. On comprend pas trop c'était quoi son histoire, on voit bien qu'il y a énormément de violence dans sa vie et dans son passé, mais on comprend pas trop d'où elle vient. Et en gros, ce 2e tome nous explique. Alors, il explique par exemple le fait que... il explique son comportement déjà. Et il explique aussi qu'elle soit sous tutelle, parce que dans le premier tome, elle est sous tutelle et je ne comprenais pas du tout pourquoi. Alors d'accord, socialement, elle est un peu décalée et un peu bizarre. Mais pas au point d'avoir besoin d'une tutelle, du coup,
le deuxième tome nous explique. Et comme je vous l'ai expliqué dans dans les Oscars littéraires, j'adore ce personnage. Elle est intelligente, elle est badass, elle est capable, elle est indépendante, elle est socialement étrange, mais ça fait un peu sa force. Elle est décalée, elle a une morale pas du tout... Enfin, sa propre morale personnelle, et en fait, quand on regarde bien, elle est presque meilleure que la morale en général. Elle est vraiment différente de toutes les héroïnes que j'ai pu rencontrer, et c'est ça qui fait que j'adore. C'est un personnage qu'on respecte et qu'on admire, et c'est aussi un personnage qui permet d'aborder plein de sujets différents. Les problèmes, par exemple, son comportement et ses problèmes sociaux. Le fait qu'elle soit victime de préjugés aussi, de préjugés sociaux parce qu'elle est sous tutelle, de préjugés sexuels parce que c'est une femme et parce qu'elle est lesbienne, de préjugés homophobes du coup. Honnêtement, j'avais envie de frapper la plupart des personnages qui se trouvaient face à elle parce qu'ils la considéraient comme une... Enfin, elle est très fine, très petite, à ce que j'ai compris, et elle a un look, ça se voit, hein, un look particulier, un peu gothique, tout ça. J'avais envie de frapper les personnages face à elle parce qu'il l'a dénigrée en fait, il l'a rejetée complètement et il lui faisait comprendre que c'était juste une marginale et que elle avait aucune importance dans la vie, que ses opinions n'avaient pas de valeur, tout ça. Il y a des raccourcis très agaçants qui la concernent. Elle est sataniste, c'est une pute, tout ça, enfin... Voilà. Qu'est-ce que j'avais envie d'entrer dans le livre et de les frapper, mais clairement Lisbeth n'a pas besoin de moi pour ça. Le gros atout de ce livre, c'est le suspense. C'est tellement, tellement addictif. On commence le livre et on comprend déjà qu'on va apprendre le passé de Lisbeth, tout ça. Du coup, on a envie d'être dedans. Je crois que le premier chapitre, c'est... dans le passé, je crois. Attendez, je vous dis ça de suite. Oui. Le premier chapitre, en fait, c'est un prologue. Et c'est le passé. Bon, déjà, c'est déjà très très violent. Un flashback, en quelque sorte. Et après, on revient dans le présent. Et malgré leur taille, et malgré le fait que le lecteur soit intimidé en les voyant, ces livres se lisent très très vite. Puisque j'ai lu le deuxième et le troisième tome à la suite. Tellement j'avais besoin de lire ce livre. Parce que la fin... La fin est une des fins les plus frustrantes que j'ai jamais lues, donc il fallait vraiment que j'ai la suite. Dans ce premier tome, comme Lisbeth est encore plus l'héroïne que dans le premier, j'ai eu l'impression qu'elle éclipsait encore plus Michael, peu importe. On va l'appeler Blomqvist, voilà. Donc elle l'éclipse encore plus. Donc lui c'est un peu un journaliste fouineur qui aime bien déterrer des vérités obscures et prouver que les gens sont corrompus. Et là, il va absolument rien comprendre de ce qui se passe puisqu'il n'est pas du tout au courant du passé de Lisbeth. Et il va la voir partir en vrille. Blomqvist n'est pas vraiment un personnage très attachant et très attractif. Je trouve pas un personnage qu'on va adorer. Pas comme Lisbeth en tout cas. Parce qu'il est... Je sais pas, il est un peu agaçant des fois, je trouve. Et on l'aime juste parce que il veut prouver la vérité. Il veut montrer la vérité aux Suédois et ça c'est génial. Étant donné qu'il veut montrer la vérité... aux habitants de Stockholm, aux Suédois en général, et qu'il dirige un journal assez polémique, ce livre en fait est vachement politique puisqu'il parle de corruption, de gouvernement, de police, de trafic de femmes, tout ça. C'est très noir et assez affreux à lire parfois. Des scènes de violence, la toute première scène avec Lisbeth est une scène assez violente. Et la justice ne fonctionne pas du tout en fait, donc ce sont les journalistes qui sont chargés de dire la vérité. Et c'est pour ça qu'on aime Michael et Erika, parce que... la police fait pas du tout son boulot, ou alors elle se retrouve entravée par sa hiérarchie et donc peut pas faire grand chose si elle veut pas se faire virer ou tuer. Donc. On a dans ce livre des personnages assez ignobles, par exemple Burman, qu'on a déjà rencontré il me semble dans le premier tome. Non mais ce gars... J'ai peur de vous spoiler si je vous parle de lui, mais sachez que c'est un des personnages les plus affreux de toute la littérature, tout comme Fast, je ne sais pas comment on dit, qui est un des policiers qui interroge Lisbeth, et c'est notamment lui qui parle de satanisme, de prostitution, tout ça. Voilà, donc il y aura des passages très énervants, des passages très addictifs, peut-être pas tant de passages émouvants, enfin c'est surtout Lisbeth qui est émouvante je trouve. Et là toute cette série c'est la grosse représentation féminine qu'on a dedans. Donc c'est un thème, en fait je trouve cette série assez féministe, puisque déjà l'héroïne Lisbeth, voilà. Ensuite pour Erika Berger, qui représente un autre type de femme, donc qui est rédactrice en chef du journal Millennium. Et elle aussi, elle est confrontée à la misogynie dans son travail avec les policiers, en général quoi. C'est une femme de pouvoir qui n'est pas appréciée des machos, justement parce qu'elle a du pouvoir. Et elle a une sexualité assez libérée, ce qui permet à l'auteur de nous parler justement de la sexualité des femmes, tout ça, du fait que la situation des femmes est assez paradoxale dans la société. D'un côté, il faut pas qu'elle soit trop coincée, donc en gros qu'elle se laisse violer. Et d'un autre, il faut pas qu'elle soit trop libérée, parce que du coup, non, ça va pas. Non, il faut quand même qu'elle soit... qu'on les tienne par la bride. Donc c'est assez énervant, mais en même temps, on sent que l'auteur et les personnages ne sont pas du tout d'accord avec
ces aspects de la société, on va dire. Et justement, ici, Erika, qui a une sexualité libérée exactement comme Michael, ou Michael, Blomqvist. Alors pour Michael, ça pose pas de problème. Mais là, pour Erika, attention, ça fait quand même 4 ans. L'intrigue principale, en fait, est quand même une enquête, si on regarde bien, parce que pour moi, je me suis concentrée sur le passé d'Elisabeth, parce que j'étais trop contente de le découvrir. Mais il y a quand même une enquête pour Blomqvist et Erika. C'est un trafic de femmes, en fait. Rien que trafic de femmes, là, on comprend que ça va être très énervant. La fin, comme je vous l'ai dit, est très très frustrante. Heureusement que j'avais le tome 3, parce que je pense que je serais allée l'acheter de toute façon, parce que c'est pas possible de finir un livre sur ça. Clairement pas, puisque à un moment donné, on ne sait pas si un des personnages est mort ou pas. J'étais très mal, très très mal. Mais quelques inconvénients du livre. Déjà, je trouve qu'il est trop long. Je vous ai dit qu'il se lisait vite, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de répétitions. Il y a quelques lourdeurs, quelques longueurs. Et il y a aussi des scènes qui sont racontées. Et je n'ai pas trop vu l'intérêt, parce que ce sont des scènes quotidiennes. Du genre, elle boit son café, elle va faire ses courses. Mais bon, on peut passer ça, j'ai envie de dire. C'était trop, c'est un ajout pour moi. Donc beaucoup de scènes inutiles. Alors après, il y a aussi un problème de traduction ou de langue. Je sais pas si c'est une maladresse de l'auteur ou du traducteur, mais il y a des constructions de phrases très bizarres. Il y a des paragraphes, on sait pas pourquoi ils commencent là et pourquoi ils s'arrêtent là. Non, ça fait pas tout à fait sens. Il y a aussi des erreurs, des fautes, et il y a des moments où on sent carrément que c'est une traduction. Donc ça donne des choses un peu bizarres et c'est pas très agréable à lire du coup, puisque j'ai dû relire la phrase pour comprendre. Et enfin, le synopsis en dit beaucoup trop. Ne lisez pas les synopsis des Millennium. À la rigueur, vous pouvez lire celui du premier, puisqu'il ne dit pas grand chose. Ça va encore. Mais alors le deuxième, ne le lisez pas. Et lisez encore moins celui du troisième, La Reine dans le Palais des Courants d'air. Je me suis fait spoiler le deuxième tome à cause de ma lecture du synopsis du troisième. Je sais, c'était pas très malin, mais bon. Voilà, donc ne lisez surtout pas le synopsis. Surtout pas. Et d'ailleurs, ne lisez pas le synopsis, même si vous avez lu le tome 2. Parce qu'en fait, ça spoil le début du roman, mais c'est justement ce qui fait l'intérêt du roman, en fait. Hein. J'avais pas envie de savoir, en fait. Non, il aurait fallu... Non. J'ai oublié de vous dire, d'ailleurs, que ce qui est bien aussi dans Millennium, c'est que vous avez, avant les chapitres, des espèces de parties historiques ou des anecdotes parfois, ou même dans le premier, je crois que ce sont carrément des chiffres que vous avez au début des chapitres, qui en fait vous parlent soit de la société soviétique, enfin de la société soviétique bien sûr, de la société suédoise. Par exemple, en Suède, 13% des femmes ont été victimes de violences sexuelles aggravées en dehors d'une relation sexuelle. Ou là, comme je vous dis, des parties historiques qui vous parlent pas forcément de la Suède. Par exemple, là, ça parle des femmes guerrières. Donc vraiment, cette série est très féministe. Alors comme je vous dis, ne lisez pas le synopsis. Le suspense énorme de la fin du deuxième tome sont vraiment à lire à la suite, puisqu'ils se suivent carrément. Genre, 2 minutes après l'action de là, on est là. En fait, dans ce tome, on découvre l'explication de tout ce qui arrive dans le deuxième. Une organisation derrière ce qui est arrivé, je vais vous dire. Parce que je n'ai pas envie de vous spoiler et en même temps, j'ai envie que vous puissiez regarder la vidéo. C'était énorme. Je pense que c'est mon préféré de toute la série, celui-là. Parce qu'on comprend absolument tout. Tout s'emboîte parfaitement. Et on est là, on fait « Oh, mais c'est logique, mais en fait, mais... Oh, mais c'est dingue !» C'est dingue. C'est dingue, c'est génial. À nouveau, c'est très politique et ça pousse à réfléchir sur les États, ce qui nous est caché, le rôle de la police et du gouvernement, enfin... Vous allez voir que c'est pas seulement de la corruption, là, il y a un niveau au-dessus, là, ça devient... Certains pourraient dire que c'est même carrément tiré par les cheveux, mais moi j'ai trouvé ça tellement bien fait, c'était cohérent, c'était logique, c'était évident, c'est même plausible. Encore une fois, le suspense est énorme et je pense qu'il est même supérieur au deuxième tome, puisqu'ici, j'avais carrément envie d'être dans le livre pour aider les personnages, puisqu'en fait on suit, la narration ne se fait pas à la première personne, elle est à la troisième personne, ce qui fait qu'on suit les méchants et les gentils, on va dire, et on se rend compte, par exemple, si un piège est tendu à Blomqvist, on va dire, on se rend compte qu'il va droit dans le piège, et du coup on est là, non, mais fais pas ça. Et du coup j'avais envie d'entrer dans le livre pour aller l'aider, pour lui dire, non mais non, va là-bas, fais quelque chose, fais autre chose, va chercher de ce côté-là, là tu vas trouver quelque chose. J'avais carrément envie de les aider, c'était du coup très addictif, très frustrant, j'avais pas envie de lâcher le livre, j'étais complètement dedans, ma vie c'était Millennium quoi. C'est le livre de la série que j'ai lu le plus rapidement alors que c'est le plus gros. Bon, on dirait pas parce que ici c'est la version grand format, mais en fait le troisième tome fait à peu près 850 pages et celui-ci en fait un peu plus de 750.
Du coup, vraiment, c'est le plus gros, joli. Mais en même temps, c'est normal, c'est celui où il y a le plus de révélations. On est toujours dans le thème des femmes, donc la violence, les préjugés, le sexisme, la misogynie, tout ce qui est bien agaçant. Encore avec Lisbeth et Erika surtout. Et on se rend compte de l'injustice de la condition de ces femmes dans la société et c'est tellement... c'est encore frustrant. On a envie de leur dire, vous êtes sérieux là? Par exemple, il se passe un truc avec Erika. Elle est insultée comme jamais. Et juste parce qu'elle est là, quoi. C'est même pas elle a fait quelque chose qui mériterait qu'elle soit insultée. Non, elle a absolument rien fait, elle est juste là. Ce qui fait qu'elle doit être insultée parce que c'est une femme. D'accord. Malheureusement dans ce tome j'ai retrouvé les mêmes problèmes que dans le deuxième. En fait je m'en étais pas rendu compte dans le premier parce que je l'avais lu... Enfin je pense que je n'avais pas fait attention en fait. Mais dans celui-ci je les ai vus à nouveau. Les répétitions, les lourdeurs, les problèmes de traduction, les erreurs, les coquilles, les constructions très bizarres, les phrases à relire parce qu'elles veulent rien dire. Du coup c'est assez dérangeant parce que ça crée un problème de langue et bon c'est pas... Ça stoppe. Enfin moi personnellement ça me stoppait à chaque fois dans ma lecture et... C'était un peu agaçant. Eh oui, et aussi le synopsis qui en dit beaucoup trop, là c'est... Faut pas faire des synopsis comme ça. À la rigueur, vous écrivez juste, c'est la suite, point. Voilà, c'est... Ne mettez pas ce genre de choses, parce que là c'est... Vous avez carrément tout spoilé, quoi. Ne faites plus ça. À nouveau, Lisbeth. Je ne peux pas vous dire... En fait, parce que moi-même je vais vous spoiler si je vous parle d'elle dans ce tome. Sachez juste que on apprend pourquoi son passé était comme ça. Et donc elle est... Même si elle n'est pas présente physiquement, elle est quand même présente. Et du coup, je me suis encore plus attachée à elle. C'était... Lisbeth est sans doute mon héroïne préférée. Ou en tout cas, une de mes héroïnes préférées. Dans le top 3, je pense. Au moins dans le top 3. Michael devient aussi plus attachant parce que, comme je vous dis, le piège se referme sur lui et on a envie de le secourir. On a envie de l'aider. Erika aussi devient attachante à cause des insultes et de tout ce qu'elle doit vivre, en fait. Parce que, bon, elle est un peu... Enfin, je la trouvais un peu arrogante avant. Un peu... Mais non, là, ça va. Et j'ai adoré Annika, qui est un nouveau personnage que vous allez rencontrer, mais je ne peux pas vous dire qui c'est, sinon je vous spoil. Mais sachez qu'elle est... C'est la sœur de Michael, et elle est adorable. On a aussi des nouveaux méchants super détestables, évidemment, mais alors là, ils atteignent un niveau au-dessus des... Vous voyez, dans le premier tome, le méchant entre guillemets, j'ai l'impression d'être une gamine quand je dis ça, mais enfin bon, bref. L'antagoniste, je ne sais pas. Le gars qui fait des bêtises. Le killer, le tueur, voilà. On va dire ça. Là, il est carrément malsain et pervers, ok. Dans le tome 2, on a plusieurs types de gars pas très cool, tous détestables, mais à la rigueur, ça va. Mais alors là on arrive à un niveau... Waouh, j'étais impressionnée. J'étais impressionnée par tant de malveillance, j'avoue. J'ai trouvé que la fin était une super belle clôture pour la série. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il y avait une suite, du coup. Parce que, bon, normalement, je crois que Stieg Larsson avait prévu de faire une série plus longue. Donc peut-être qu'il avait déjà des notes pour la suite, tout ça. Mais vraiment, enfin, pour moi, la trilogie est terminée parfaitement, correctement. Y a pas je me pose pas plus de questions, je me dis c'est bien, c'est très bien. Mais du coup, je suis quand même intriguée par la suite. Donc j'ai le 4e tome, je le lirai. Et j'espère qu'il sera à la hauteur. Parce que là, pour arriver à la hauteur de ça, et j'espère aussi que les problèmes de langue seront passés à la trappe. Parce que bon, c'était un peu agaçant quand même. Donc, en conclusion générale sur la série, c'est une série qui m'a vraiment tenue en haleine, j'étais vraiment dedans. C'était très violent, très noir, très sombre, assez frustrant et agaçant parce qu'on voit les travers de la société, la corruption, la condition de la femme, tout ça. Mais j'étais quand même dedans du début à la fin. Il y a clairement une rupture entre le tome 1 et le tome 2. Et le tome 2 et le tome 3 sont vraiment une continuité qu'il faut lire, je pense, l'un derrière l'autre, vraiment. Donc si vous voulez lire la série, à la rigueur, vous pouvez acheter le premier tome tout seul, mais achetez les deux autres ensuite, ensemble, parce que vous aurez besoin de la suite tout de suite. Donc dans cette deuxième partie, on commence vraiment à se concentrer sur Lisbeth qui devient vraiment l'héroïne, alors que dans le premier tome, c'est plutôt Michael. Ça reste bon du premier au dernier tome, qui est pour moi le meilleur. C'est juste le problème de langue, de traduction, tout ça qui est un peu embêtant. Voilà, et les synopsis à ne pas lire, je vous rappelle, à ne pas lire. Alors je voulais vous parler un peu des couvertures aussi que je trouve très belles. J'aime beaucoup les designs qui sont vraiment très sombres quand même. Lisbeth fait vraiment vachement peur quand même. Elle est traumatisante un peu, on dirait carrément Annabelle ou Esther, ou je sais pas. Esther, oui, elle me fait penser à Esther. Bon là, c'est toujours assez sombre. Je trouve que les couleurs noires et rouges vont très bien avec la série. Hein, c'est pour ça que ça s'appelle Babel Noir d'ailleurs. Donc c'est un très bon design pour cette série en tout cas. Voilà, donc moi je préfère l'illustration du premier tome quand même, parce qu'elle fait vraiment flipper. Et je suis très contente que Lisbeth soit sur toutes les couvertures. Voilà, donc c'est tout pour ce Spotlight série, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi si vous avez lu la trilogie ou si vous avez maintenant envie de la lire. Merci à ceux qui aiment les vidéos, merci à ceux qui s'abonnent, merci beaucoup. Et merci à ceux qui commentent.
Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!